Bon, les gars, ça vous plaît quand on mélange le cinéma et la littérature? Bah, on y retourne. Après le succès du dernier épisode consacré à la formidable adaptation d'Illusions perdues de Balzac par Xavier Giannoli, je me suis dit qu'il serait intéressant de voir jusqu'à quel point un film tiré d'un livre peut tordre son matériau de base sans pour autant le trahir. Parce que oui, une bonne adaptation, c'est avant tout une mise aux normes cinématographiques des enjeux qui portent le livre. Ainsi, un roman basé sur de grandes rêveries, des digressions politiques ou de longues scènes psychédéliques ne pourra pas être porté tel quel à l'écran, car il n'y a pas de moyen de rendre toute la finesse des réflexions et monologues intérieurs par le seul truchement de l'image et du jeu d'acteur. Et de la même façon, un roman est bien souvent plus long et plus farci de péripéties qu'un film. Parce que, mine de rien, même à faire des longs métrages de 3 heures, il faut condenser quand on tourne. Alors qu'un romancier, s'il sort un pavé César de 800 pages, le lecteur ne s'en offusquera globalement pas. Alors oui, tous ces éléments que je viens de lister ont des exceptions et des contre-exemples, mais petit 1, ils sont globalement vrais quand même, et petit 2, c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Non, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'un roman absolument pas fait pour être adapté au cinéma peut donner lorsqu'il est bien adapté. Et pour l'occasion, je vous ai trouvé un bon cas d'école. À l'Ouest, rien de nouveau, roman d'Erich Maria Remarque, paru à la fin des années 1920 et adapté en film sur Netflix courant 2022. Et ce long métrage, on va le voir, il entretient un rapport très particulier avec l'œuvre originale, fait de références... Non, je vous dis pas, vous allez voir, c'est un puzzle passionnant, alors je vous gâche pas la surprise. Alors qu'est-ce qu'on attend pour regarder tout ça? Bah vous, oui vous, on attend que vous vous abonniez et surtout que pour rester dans le thème de la lourde guerre, vous passiez en description sur le site de La Giberne. Que ce soit Pays réel, qui dépeint une guerre civile cruelle dans une France futuriste, ou L'Hydre jamais ne meurt, qui raconte les aventures d'une bande de chevaliers aux francs-parler aussi ravageurs que leurs espadons de 3,20 m, la bagarre sera au rendez-vous, de même que quelques scènes franchement cinématographiques. Alors passez faire un tour, ça devrait vous plaire. Vous êtes sans cesse plus nombreux à découvrir La Giberne et à me faire part de votre satisfaction quant au texte reçu, alors je vous remercie pour votre confiance, et je vous annonce d'ores et déjà que du très lourd est en préparation, ça va arriver tout bientôt. Alors au besoin, rattrapez votre retard, passez en description, on livre partout dans le monde, et les versions numériques sont franchement pas chères. Hop hop hop, on met de la lourde Giberne dans son barda, et puis direction le front de l'Ouest, générique. Bon, alors, À l'Ouest, rien de nouveau, avant d'être un film, c'est un roman écrit par Erich Maria Remarque et paru dans sa version définitive en 1929. Remarque, avant d'avoir la mine patibulaire d'un méchant germain à qui tu demanderais pas l'heure dans la rue, de peur d'y laisser encore ton Alsace-Moselle... Encore. Ça fait beaucoup là, non? C'était un combattant de la Première Guerre mondiale. Et cette expérience, elle l'a profondément traumatisé, on comprend aisément pourquoi d'ailleurs. De sorte que toute sa vie, après, a été placée sous le sceau du pacifisme. Dites-vous quand même que Remarque, lorsque le petit peintre autrichien est arrivé au pouvoir au début des années 30, il a dû se réfugier en Suisse illico presto avant que ses ouvrages ne soient brûlés en place publique dès mai 1933. Jusque-là, c'est allé mes amis, jusque-là. Alors, sacré nom, que raconte À l'Ouest rien de nouveau pour que la dictature allemande s'empresse d'en cramer des semi-remorques entiers? Bah... je vais pas vous le dire, du moins pas en détail, parce que j'en avais déjà fait un épisode il y a longtemps sur la chaîne, et que je vous y renvoie si vous voulez un descriptif détaillé de ce petit chef-d'œuvre. Pour les autres qui n'auront pas cliqué, c'est-à-dire je pense 99% d'entre vous, j'indiquerai seulement qu'À l'Ouest rien de nouveau raconte, à travers les yeux d'un jeune soldat allemand, Paul Bäumer, toute la Première Guerre mondiale. Et ici on n'est pas sur un récit épique ou sur des grands enjeux géostratégiques. Non, tout se passe à hauteur d'homme, et Polo nous décrit les combats sanglants et inutiles, sa lutte constante pour se procurer de la bouffe autour de la ligne de front. J'ai mangé du crocodile, de l'éléphant, j'ai fait une blanquette de lion. Ses petites escapades chez les Françaises pas trop farouches, ses allers-retours à la maison durant ses permissions, bon bref, il raconte le quotidien du soldat, et plus exactement du soldat allemand, c'est-à-dire du pauvre bougre qui aura le malheur de perdre à la fin. Et oui, chez Remarque, pas de happy end. Non seulement les cheveux vont se faire poutrer, mais en plus, Paul va mourir, bêtement, quelques semaines avant l'armistice, non sans avoir, au préalable, vu presque tous ses camarades tomber également au champ d'honneur. Ou la tête dans la boue, pour rien, selon votre interprétation. Parce que, finalement, ce que le petit caporal à la moustache bizarre reprochait à ce livre, c'était ça, de pointer la grande vacuité de la guerre. Dans À l'Ouest rien de nouveau, 14-18 ne sert à rien et les jeunes gens tombent en vain. D'ailleurs, rien que le titre, À l'Ouest rien de nouveau, il fait référence au fait que le front occidental de la Première Guerre mondiale était si figé que les rapports allemands de l'époque, tous les matins, indiquaient « Rien de nouveau sur le front de l'Ouest ». Non, là, non, tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon gros frère. Donc à ce stade, déjà, t'as compris que les charges de cavalerie, les défilés grandioses et le panache napoléonien, ils sont restés au vestiaire. Et ça, pour une adaptation filmique, c'est un sacré dilemme, qu'on pourrait grossièrement schématiser comme suit. Soit le film reste extrêmement fidèle au matériau originel, et dans ce cas on aurait ici un film très sombre, très cru, très violent, et placé strictement à la hauteur de Paul, soit le réalisateur fait le choix de casser, entre guillemets, la trame principale, pour proposer quelque chose de neuf à partir du bouquin. Et dans le cas d'À l'Ouest rien de nouveau, ce qui est intéressant c'est que le dilemme n'en était pas vraiment un, parce que dans les années 30, une première adaptation
d'animation était sorti, dont je vous mets ici quelques images, et qui avait l'air, je dis avait l'air parce que je n'en ai vu que des extraits, donc si vous l'avez vu en entier, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, de suivre plus linéairement l'intrigue du livre. On enchaînait donc les scènes de guerre et les passages emblématiques du roman, comme les charges à la baïonnette et le combat au couteau entre Paul et un Français, qui se retrouvera aussi dans le film de 2022, on va en reparler. Donc, sachant cela, Edvard Berger, ou Berger, je sais pas comment ça se prononce en fait, il a fait le choix de s'éloigner du livre, mais genre beaucoup. Et ça, en soi, c'est dangereux. Il y a qu'à voir les catastrophes audiovisuelles qu'on obtient en calquant Sherlock Holmes sur notre époque, ou en passant une couche de wokisme sur le Seigneur des Anneaux, pour comprendre que de façon générale, mieux vaut rester assez proche du livre de base. Et ça, monsieur Garde-Mouton, il l'a bien compris, parce qu'il s'est bien gardé de transposer son film dans une autre guerre, ou d'introduire un droïde métis sapiosexuel autodiag aspirateur Dyson dans le casting. Ici, tout se passe vraiment pendant la guerre de 14-18, avec un casting crédible en termes d'âge et de physique, pour que l'on se dise vraiment, spontanément, tiens, voilà des schleux de 1917. Que ce soit Félix Kammerer, Albrecht Schuhe ou Aaron Hilmer, purée avec un tel prénom feuge, faut pas se gourer sur la façon dont orthographie son nom de famille à lui, hein. Tous sont d'authentiques Allemands qui parlent en allemand et sont crédibles dans leur rôle. D'ailleurs, c'est assez rare pour être noté, mais Netflix n'a pas l'air d'avoir exercé la moindre pression pour imposer son agenda progressiste habituel dans ce film, et c'est plutôt appréciable. Bon, alors tout ça étant dit, j'en viens maintenant au plus intéressant, la façon dont le film a réagencé les intrigues du livre dans sa propre histoire. Et là, en gros, on peut distinguer trois méthodes: le rajout, le fractionnement et l'inversion historique. Alors, si vous le voulez bien, prenons ces éléments dans l'ordre. Déjà, le film, faute de pouvoir nous faire accéder au monologue intérieur du personnage principal, il va nous montrer explicitement un certain nombre de choses qui ne sont pas dans le roman ou qui y sont seulement suggérées. Par exemple, la scène de bataille au début, suivie de l'ensevelissement des soldats, de la récupération et du nettoyage de leurs uniformes, et puis de leur redistribution à de nouveaux appelés, elle ne figure pas du tout dans le bouquin de Remarqueux, mais elle permet de nous ancrer efficacement dans la caboche, dès le début du film, que dans cette guerre sordide et horrible, le soldat n'est qu'un matériau remplaçable et optimisé, aussi fragile que sans valeur. Et toujours dans cette logique de rajouter des éléments, on voit Paul, au début du film, passer du lycée au front dans un état d'exaltation indescriptible, là où le roman, lui, ne fait que rappeler cette scène sans jamais la montrer, faisant démarrer son intrigue au retour d'un premier accrochage bien sanglant contre les Franzosen. Et puis bien sûr, le grand ajout du film, ce sont les scènes de négociation pour la reddition allemande, qui montrent l'état-major français imposer ses conditions aux schleux avec une morgue et une suffisance qui doivent, je pense, être plutôt justes d'un point de vue historique. Et si ces scènes sont absentes du roman, qui se focalise encore une fois sur la guerre à hauteur d'homme, elles sont vraiment esthétiques et permettent d'insuffler au récit un rythme et un suspense d'autant plus grand qu'on a beau se douter que Paul et ses amis vont mourir avant la fin de la guerre, le fait que l'armistice approche arrive à agiter une petite lueur d'espoir devant nos yeux. Et ça, c'est vraiment habile, parce que ça nous force à nous attacher à Paul et à sa bande, peu importe notre nationalité et le camp dans lequel nos aïeux ont livré bataille. Remarquable coup, remarquable coup. Le deuxième élément qui donne au film sa qualité narrative, c'est ce qu'on pourrait appeler le fractionnement de l'œuvre originelle. Dit de façon moins cryptique, vous pouvez très concrètement vous imaginer Edvard Saute-Mouton en train de préparer son film en établissant une petite liste des passages marquants du bouquin à intégrer à tout prix à son script. Le combat à l'arme blanche de Paul, la peur devant les blindés, la mort de ses amis, l'amourette avec la jeune française, le vol de nourriture dans la ferme locale. Bon, en gros, Berger a pris les éléments les plus marquants du récit et a viré les autres pour extraire la substantifique moelle du livre et nous livrer les scènes les plus poignantes et surtout les plus cinématographiques possibles. Et l'exemple le plus frappant de ça, dans le film, ce sont les scènes avec les lance-flammes, qui sont seulement évoquées à la fin du roman et qui donnent lieu ici à un long passage très marquant du film dans lequel Paul et ses amis doivent fuir devant l'avancée des tanks et des lance-flammes français. Et si j'ai pu voir quelques spécialistes en armement se la jouer 36-15 code Renault en disant que ce n'était pas crédible d'un point de vue historique que des Français fassent ce genre de charge en 1918, Ouais. T'es bien renseigné, toi. force est de constater que d'un point de vue cinématographique, c'est une indéniable réussite, alors faites pas vos mijaurées un moment les gars. En morcelant ainsi des passages du livre et en les réintroduisant dans le désordre et de façon déformée dans le film, Monsieur Moutmout réussit un double tour de force. D'abord, il resserre l'intrigue sur une période beaucoup plus restreinte, là où le roman couvre presque toute la guerre, le film lui ne parle que de 1917-1918, ce qui le rend beaucoup plus dense et nerveux. Et puis, deuxième effet qui se coule, si vous avez déjà lu le livre, comme moi, vous allez reconnaître les scènes écrites par Remarqueux, mais elles ne se suivront pas comme dans le bouquin. Et il sera alors plutôt amusant de jouer à recomposer le livre par rapport au film, ou le film par rapport au livre. Par exemple, la scène du combat au corps à corps entre Paul et le Français, qui arrive assez tôt dans le bouquin, elle va être ramenée à quelques instants dans le film, tout en conservant ses principes caractéristiques. Le Français s'appelle toujours Duval, ne meurt toujours pas sur le coup, Paul est toujours aussi désolé de l'avoir blessé, il craint toujours autant pour sa vie, etc., etc. Bon, et puis troisième élément marquant, l'inversion historique. Parce qu'il y a un ajout dont je n'ai pas encore parlé, et qui change complètement la fin du film. Ce personnage. Lui, c'est le général prussien Friedrich. Je suis Friedrich.
Ça alors, un postiche? Un Gus bien old school et buté, qui représente l'archétype de l'officier hautain et hors sol, incapable d'accepter la défaite de l'Empire. Et dans le bouquin, vous pouvez le chercher longtemps, vous le trouverez pas. Alors à quoi il sert? Bah il sert à modifier la fin de l'histoire. Parce que je vous l'ai dit, dans le livre, Paul meurt quelques jours avant la fin de la guerre. Et Remarqueux achève son récit par un petit paragraphe expliquant que Polo a trépassé dans le No Man's Land et que son corps affichait une parfaite expression de dédain vis-à-vis des combats alentours et de l'issue de la guerre. Et ça, dans un roman, c'est bien, ça claque. Mais dans un film, en revanche, c'est pas assez spectaculaire. Le cinéma est largement prisonnier de l'image. Il faut qu'il envoie du spectaculaire, du touchant, du profond ou du mémorable. Sinon, à l'époque où le spectateur a des milliers d'autres films disponibles en VOD, il va pas se fatiguer à rester. Donc, d'un point de vue narratif, le rôle du général là, c'est d'offrir à Paul une mort conforme à ce qui se passe dans le livre, mais passer à la moulinette du cinéma. Et pour réussir cette transmutation, l'idée c'est que ce général von Troudufiac va ordonner un dernier baroud d'honneur à ses hommes et les envoyer prendre d'assaut les positions françaises à quelques minutes de la fin de la guerre. C'est ainsi que Paul du film, qui avait survécu à tout et enterré tous ses potes, va finalement rejoindre le dieu des protestants allemands au tout dernier moment, transpercé par un Franzosen alors que retentit au loin le clairon de l'armistice. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant! Et voilà, Paul meurt bêtement, et peu importe si, dans la réalité, ce sont les Français qui avaient continué à mener des attaques inutiles sur les positions allemandes à 2 jours de la fin de la guerre, histoire de leur mettre la pression pour les négociations d'armistice en cours, au moins, avec ce petit mensonge historique, le film nous offre un beau plan final. Voilà, là c'est esthétique, là c'est déchirant, on aime Coco. Encore, comment ça c'est fini? Y a pas un remake en 1939? Il sort quand? Bon, blague à part, ce film est excellent, et j'aurais pu évoquer longuement d'autres aspects intéressants, comme sa BO, aussi simpliste qu'entêtante, le travail sur la lumière absolument saisissant, ou encore ces plans récurrents sur les forêts voisines qui nous rappellent qu'on est ici en présence de barbares chleux qui vivent toute l'année entourés de biches et de conifères dans le recueillement de Thor. Bref, vous l'avez compris, ce film est une vraie bonne surprise qui a d'ailleurs reçu des critiques élogieuses à sa sortie. Alors, est-ce que je vous le recommande? Oui, mais plus encore, je vous recommande de lire le livre. Déjà parce qu'ici, c'est une chaîne de littérature et pas de cinéma. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Et ensuite parce que le livre a un avantage déterminant sur le film. Un avantage que personne ne pourra plus, aujourd'hui, contrebalancer. Il est gratté par un Gus qui a vraiment vécu la guerre et qui peut en parler en sachant précisément tout ce qu'elle compte d'horrible et d'inhumain. Parce que si Remarqueux a choisi de ne pas intégrer de scènes de tractation diplomatique dans son roman, c'est pas parce qu'il en était incapable, c'est parce qu'il voulait montrer la guerre par les yeux des jeunes qui l'ont faite. Il y a donc toute une mise en scène centrée sur les classes populaires dans le livre qui s'estompe un peu dans le film. Et rien que pour ça, lisez le livre et ensuite voyez le film. Je vous mets un petit lien pour vous procurer le bouquin en description, foncez vous le procurer, vous allez soutenir la chaîne et vous constituer une belle bibliothèque. Ce sera top. Et en passant, faites aussi un tour sur le site de La Giberne où une vision bien plus drôle et gouailleuse de la guerre vous attend dans L'Hydre jamais ne meurt, et où une réflexion sur la possible future guerre civile vous captivera dans Pays réel. Les avis des clients sont élogieux, alors faites au moins un tour les gars. Et puis, conclusion. Pas le temps de niaiser! Comme disait mon bisaïeul, même une horloge cassée donne la bonne heure 2 fois par jour. Bon, en vrai, j'en sais rien si mon vieux disait ça, mais c'est pour la blague. Ce que je veux dire, c'est que même sur Netflix, vous trouvez quelques bonnes productions comme À l'Ouest rien de nouveau, et pour le coup, je vous encourage à regarder ça plutôt que les insipides purges qu'ils pondent à la chaîne. Ça vaudra mieux pour la pérennité de votre QI. Et quitte à payer un abonnement vidéo, pourquoi ne pas aussi passer faire un tour sur le Tipeee de la chaîne, hein? Allez, ou passez au moins vous abonner aux réseaux sociaux, les gars. Sur ce, moi je vous dis à la revoyure pour un nouvel épisode. Chargez les gars.